Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, cet accident à hauteur de Lalane dans le département de Tivaouane. Bilan, 1 mort et 7 blessés. Vague de réactions au lendemain de la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, une déclaration regrettable de l'avis de Denis Ndour. Il est membre de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Dans cette édition également, les éclairages de Doudou Wade, l'ancien député formel. Ousmane Sonko ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. Et puis, CAN féminine de football après une victoire suivie d'une défaite. Les Lionnes jouent leur qualification ce samedi. Le sélectionneur Mamoussa Cissé est toutefois optimiste et sûr de la détermination de ses protégés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet accident à hauteur de Lalane dans le département de Tivaouane. Bilan 1 mort et 7 blessés. La victime était coincée à l'intérieur du véhicule 7 places. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seylatia. Mort sur le coup, c'est le bilan de l'accident. Un accident d'une rare violence qui s'est produit à la sortie de Lalane en allant vers Tivaouane. Un véhicule 4x4 qui roulait à vive allure est entré en collision avec 2 véhicules. Un camion et un taxi-bus 7 places. La victime était coincée à l'intérieur du véhicule 7 places et il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers de Thiès pour pouvoir l'extraire du véhicule. Les blessés ont été évacués aux urgences à l'hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène de Thiès. Le corps sans vie déposé à la morgue de l'hôpital. Selon capitaine Mar, le bilan fait état d'1 mort, 7 blessés, dont 2 graves. Les personnes présentes sur les lieux et qui habitent les parages dénoncent la recrudescence de ces accidents sur l'axe Lalane-Ndiobène et Tivaouane. L'actualité politique à présent avec Badagara Gadiaga qui va passer une seconde nuit en garde à vue, déféré ce vendredi au parquet. Le chroniqueur bénéficie d'un retour de parquet après l'intervention de ses avocats. Il est poursuivi, je rappelle, pour propos jugés contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles et offense à l'autorité de l'État. Le point, c'est avec Habib Faye. Déféré ce vendredi matin au parquet de Dakar, Badara Gadiaga bénéficie finalement d'un retour de parquet. Le chroniqueur de l'émission Dakar Lobby passe ce soir la nuit au commissariat central. Des cris fusent à l'intérieur du palais de justice. Des partisans venus lui témoigner leur soutien expriment leur... On est très surpris de cette décision de la justice et Badara disait qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Mais ce qui nous fait mal, on a toujours ce même système qui est là, rien n'a changé. Il n'y a pas de rupture. Convoqué depuis 11h ce matin, l'audition de Badara Gadiaga s'est tenue dans une atmosphère tendue. Ses avocats présents sur place ont introduit une demande de retour de parquet, une procédure qui a été acceptée en fin d'après-midi. Ces charges lourdes font suite à ces propos tenus lors de l'émission Giacarlo, une affaire qui prend une tournure politique selon certains observateurs. On est un peu surpris, franchement, de décision. On est très surpris de cette décision de la justice et Badara disait qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Mais ce qui nous fait mal, on a toujours ce même système qui est là, rien n'a changé. Il n'y a pas de rupture. Injustice bi Là, je suis tellement perdu, je ne comprends plus rien. Ce gouvernement m'a déçu. Je souhaite qu'on libère Badara. En attendant la prochaine étape judiciaire, Badara Gadiaga est placé en garde à vue au commissariat central de Dakar. Ses partisans promettent de maintenir la pression jusqu'à sa libération. Allez, nous poursuivons ce journal avec les récentes déclarations du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, envers la société civile. Des déclarations qui continuent de provoquer une onde de choc. Des voix s'élèvent pour dénoncer ses propos. C'est le cas de Denis Ndour, membre de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui juge cette sortie tout simplement regrettable. Nous l'écoutons dans ce reportage. Il est signé Al Hassan Ba.
Pour Denis Ndour, membre influent de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, les paroles d'Ousmane Sonko n'étaient pas anodines. Selon lui, elles visaient la société civile de façon générale, jetant un froid sur les relations qui le lient avec ces acteurs essentiels de la démocratie. Et il n'a pas précisé, ça veut dire qu'il a mis tout le monde dans le même sac. Le terme qu'il a utilisé, je ne vais pas y revenir, mais si vous allez dans le dictionnaire, vous allez vous rendre compte que c'est une insulte puisque les synonymes de ces mots-là, ce sont des insultes. Et je pense qu'il faudrait prendre de la hauteur en tant qu'homme d'État. Abdul Malik Bousso, pour sa part, a préféré ne pas s'exprimer au nom du Forum civil. Il suggère que cette sortie du leader de PASTEF pourrait être une réponse à une prise de parole publique de certains acteurs de la société civile. Maintenant, l'autre aspect, c'est de vouloir juger la société civile à l'aune des ressources tirées de l'extérieur pour financer ses actions. Ça fait une posture qui ne peut pas être soutenable. Et effectivement, un homme politique est tout à fait libre, comme la société civile, de dire son sentiment dans le débat public. Denis Ndour a tenu à rappeler le rôle crucial et constant de la société civile dans l'histoire du Sénégal. Elle a toujours été dans tous les combats, a-t-il insisté, évoquant son engagement historique pour la justice, les droits humains et la transparence. Cet engagement, souvent mené dans l'ombre et sans arrière-pensée politique, est pour lui un gage de légitimité. Depuis 1960 jusqu'à 2025, on ne peut extraire la contribution de la société civile dans les avancées démocratiques que nous avons eues dans ce pays. Donc moi je pense que c'est vraiment regrettable ces propos. Si la personne est assez humble et reconnaît son erreur, je pense qu'on peut avancer et se donner la main pour travailler ce pays. Au-delà de la controverse, cet acteur de la société civile a recentré le débat sur les véritables priorités du pays. Pour la RSDH, les querelles de mots détournent l'attention des défis pressants auxquels sont confrontés les Sénégalais. L'urgence, c'est de répondre à la crise économique, a-t-il affirmé, appelant les autorités à se concentrer sur des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens plutôt que de s'engager dans des polémiques. Nous poursuivons ce journal avec les déclarations du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui a annoncé son possible retour à l'Assemblée nationale hier. Un retour impossible de l'avis de l'ancien député Doudou Wade, de l'avis de l'ancien président du groupe parlementaire Doudou Wade. Le Premier ministre s'est trompé dans les textes. Je vous propose de l'écouter au micro de Fat Bintou Conté. Matatouma ko Premier ministre, moi matatoum Premier ministre. Modèle Assemblée nationale. C'est chose impossible pour le Premier ministre Ousmane Sonko de retourner à l'Assemblée nationale, comme il l'a dit lors de sa sortie hier. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de 2021 à 2025, le chef du gouvernement ne peut plus retourner dans la dite institution de l'avis de l'ancien député Doudou Wade. L'article 54 de la Constitution était clair. Il dit que la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle, publique et privée rémunérée. Et l'article 109 du règlement intérieur de 2021 et 2025, qui était à ce moment la disposition valable, disait en son article 109 que le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, conformément à l'article LO 155 du Code électoral. Donc, pas de possibilité pour un député démissionnaire de revenir à l'Assemblée. D'ailleurs, l'ancien président du groupe parlementaire estime que Ousmane Sonko s'est trompé en confondant les textes de l'Assemblée nationale. 2025, Ousmane Sonko avait déjà démissionné sous l'empire de la disposition de l'article 54 de la loi de la Constitution de 2001, non modifiée, et même sur la modification de 2023, modifiée, mais qui n'avait pas encore la loi organique chargée de son application. Et maintenant, dans le règlement intérieur adopté à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas encore entré en vigueur, parce que nous n'avons pas encore la sanction du Conseil constitutionnel et la promulgation par le président de la République.
Donc c'est fini pour Ousmane Sonko, qu'il sache que le mandat des députés pour lui c'est terminé. Pour le moment, dit Doudou Wade, le PM n'a qu'à se ranger derrière le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, chose qui sera difficile actuellement car la relation chef d'État Premier ministre a été toujours compliquée au Sénégal. Mamadou Dia avec Senghor ont débouché sur une crise en 1962 et une modification de la Constitution a quitté complètement le parlementarisme, le régime parlementaire pour aller vers un présidentialisme renforcé. Alors, Abdou Diouf et Habib Thiam, c'est des amis de longue date, mais ils se sont séparés. Idriss Seck et Abdoulaye Wade, on pensait qu'ils étaient inséparables. Mais Macky Sall et Amadou Ba, quand ils s'installent un conflit qui déteint à l'Assemblée nationale sur le groupe parlementaire, sache que, écoutez, c'est la fin du régime. La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur son éventuel retour à l'Assemblée nationale continue de faire des vagues et chacun y va de son interprétation. Fatou Bintou Conté, merci. Décryptage de l'actualité politique à présent avec Abdoulaye Cissé, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a fait feu de tout bois hier dans cette sortie en marge de l'installation du Conseil national du parti PASTEF. Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors manifestement, il y a eu du fagot à ramasser après le live du chef du gouvernement hier. Oui, mais... Et on ne sait même plus par quel bout en fait prendre la chose, tellement il y en a eu en fait. Il faut dire qu'il y a eu un contexte, mais il n'y a pas de prétexte. Puisque c'est le Premier ministre lui-même qui place dans le débat public tous les sujets qu'il a évoqués. Personne n'était en mesure de savoir qu'il y avait un semblant de brouille entre lui et le président de la République. Personne ne savait qu'il en était à ce stade aussi de ne pas pouvoir gouverner. Personne ne pouvait imaginer qu'il tenait en si peu d'estime la société civile. Personne ne pouvait imaginer qu'il était aussi gêné par ce que la presse fait au quotidien. Donc c'est lui qui place tous les sujets dans le débat public. Le contexte était l'installation du Conseil national de PASTEF. Mais finalement, ce par quoi il a fini, c'est-à-dire d'annoncer ce plan national de redressement, on devait être aujourd'hui à parler de vraies questions d'enjeux économiques de développement, mais c'est lui qui nous place 4 sujets sur la table en l'absence du président de la République, en l'absence du président de l'Assemblée nationale qui est secrétaire à la communication aussi du parti PASTEF. C'est des détails, mais c'est important à préciser. Il était entouré bien entendu de l'état-major de PASTEF, mais on ne fait pas ce genre d'exercice-là en l'absence quand même des ténors que lui-même a appelé dans finalement sa communication, sans pour autant qu'il ne soit à la table de ce Conseil national. Alors, la presse, la société civile, la justice, tout le monde en a eu pour son grade hier, on peut dire, mais la charge vraiment la moins attendue, Abdoulaye, c'est celle contre le président de la République. Par une sévère mise en garde du Premier ministre, manifestement, de l'eau dans le gaz, du fameux tandem Diomaye Sonko. C'est ce qu'on va dire si on veut être gentil, de l'eau dans le gaz. Mais là, manifestement, c'est plus grave que cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le Premier ministre qui finalement met ces divergences-là sur la place publique. Puisque, on avait fini par croire que effectivement le Sonko Moïse Diomaye était une réalité, bien évidemment, parce qu'on connaît la profondeur de leur relation. On a aussi vu comment ils l'ont consolidé et surtout le compagnonnage mais qu'ils ont eu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois, en tout cas de l'histoire du Sénégal, et peut-être même de l'histoire universelle, qu'on a un Premier ministre qui refuse d'être le fusible de son patron. Parce que le Premier ministre nous dit, je subis des attaques, à la limite, il doit en subir aussi autant. Alors, ce qu'il nous dit, en vrai, c'est que moi, je subis des attaques, je ne suis pas protégé, je ne suis pas défendu, sous-entendu par les institutions, mais quand le président de la République subit des attaques, quelqu'un, le procureur, la justice, s'autosaisit, il est défendu. Manifestement, le Premier ministre se place au même niveau que le président de la République, ce qui est ahurissant. D'autres auraient pu le faire, auraient pu penser que c'est Ousmane Sonko, notre leader naturel, même si c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président, parce que président Bassirou Diomaye Faye lui-même l'a dit,
qu'il lorgne mon frère, mais que le premier ministre Ousmane Sonko le dise, c'est une toute autre histoire. Et depuis hier, on est dans une situation, on n'est même pas sur une situation de dualité au sommet de l'État, comme on en a connu de par le passé, parce qu'on n'a jamais connu un Premier ministre qui n'acceptait pas de prendre les coups, de se sacrifier et d'être heureux surtout de prendre les coups à la place du président. Mais de penser que si l'autre il prend pas de coups, c'est parce qu'il est protégé. Moi, je ne suis pas protégé. C'est qu'on n'accepte pas d'être le fusible de son patron et ça, c'est problématique. Alors là, je le disais tout de suite, tout le monde en a pris, mais arrêtons-nous au moins sur ces 3 points. D'abord, la société civile qui reçoit une charge quand même assez violente du Premier ministre, des propos que par décence, nous ne ferons pas nôtres sur le plateau ce soir. Et ça me permet d'ailleurs de dire que pour moins que ce terme utilisé par le Premier ministre pour qualifier la société civile ou les acteurs de la société civile, pour moins que ce terme, Moustapha Diakhaté est en prison pour avoir utilisé un autre terme qui a au moins 10 points en dessous du propos du Premier ministre qualifiant les acteurs de la société civile. J'ai mal quand même pour ces acteurs de la société. Vous savez, hier, quelques heures avant, ou peut-être même au même moment où le Premier ministre prenait la parole, on finissait de rendre les hommages au général Mohamedou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées, mais surtout acteur majeur des assises nationales. Pourquoi j'évoque les assises nationales? Puisque le Premier ministre Ousmane Sonko, dans le Diomaye Moïse Sonko, on peut le dire, a signé la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Quand il le faisait, je pense qu'il était très heureux dans son copinage avec cette société civile qu'il honnit aujourd'hui. À l'époque, cette charte a été signée au nom du candidat Bassirou Diomaye Faye par celui qui est devenu son conseiller juridique, le professeur Sidi Alpha Ndiaye, brillant juriste. Il serait bien qu'il lui rappelle aussi que notre compagnonnage avec la société civile, il peut y avoir des heurts, mais le Sénégal a une société civile très honorable que d'autres pays africains nous envient. Et il serait quand même dommage que juste par des égos personnels, par ses propres difficultés, parce que c'est lui qui l'avoue, qu'il n'arrive pas à gouverner comme il le voulait, par ses propres difficultés, qu'il arrive à unir cette société civile-là qui, encore une fois, nous vaut quand même l'envie de beaucoup d'autres pays africains. Justement, Abdoulaye, quel est le vrai du faux, j'ai envie de dire, dans les propos d'Ousmane Sonko hier? Alors, le Premier ministre réduit la société civile quand même à peut-être la société civile politique. Cette société civile qu'on convoque dans le cadre du dialogue politique, qu'on convoque souvent pour des médiations entre acteurs politiques. Mais qu'il le sache, l'État du Sénégal n'est pas en mesure de suppléer la société civile dans le travail que fait les organisations de la société civile, les ONG de développement. L'État du Sénégal, je dis bien l'État du Sénégal, n'est pas en mesure de faire le travail que les organisations de la société civile font sur le terrain. Est-ce que vous savez qu'il y a une direction au ministère de l'Intérieur qui ne s'occupe que des relations avec les ONG? Pourquoi on aurait fait ça? Parce qu'on a besoin du travail de ces ONG-là. Sur le terrain, les acteurs de la société civile sont les véritables relais et les seuls acteurs d'ailleurs présents, parce que dans certaines contrées, l'État est presque absent. Ce sont les acteurs de la société civile qui rendent aux femmes, aux couches vulnérables, leur autonomie. Ces acteurs de la société civile aussi le font parce que oui, ils peuvent recevoir des financements. Les financements qu'ils reçoivent, croyez-moi, ne sont pas que pour peut-être désigner un expert qui va les représenter pour l'audit du fichier électoral, qui va les représenter pour des perdièmes aussi dans le cadre de concertation. Cette société civile-là, elle fait un véritable travail de fond et ce serait bien. Le Premier ministre, ou alors il se trompe de bonne foi, ce qu'on peut lui concéder, ou alors il méconnaît c'est quoi véritablement la société, et à ce niveau-là, il a besoin d'une petite mise à jour, au moins. Bien sûr, et ce sera la dernière question. La presse n'y a pas échappé, mais on peut le dire. Les attaques du Premier ministre Ousmane Sonko contre le groupe Futur Média, en particulier, n'auront aucun impact sur notre travail. Et pour le coup, nous reprenons d'ailleurs un slogan largement éprouvé, Focus Rec, Abdoulaye. Oui, on peut le dire, Focus Rec. Et la preuve d'ailleurs que ça n'aura aucun impact, l'exercice qu'on vient de faire, qui est un exercice qu'on fait tous les jours, de décryptage, d'analyse, sans parti pris et avec la rigueur
journalistique qu'on nous a inculquée et c'est ce qu'on continuera à faire. Et j'aimerais renvoyer tout le monde à cet éditorial signé aujourd'hui dans l'Observateur qui reprend aussi ce que le groupe Futur Média édicte comme ligne. Tout le monde doit lire cet éditorial-là dans l'Observateur. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Le groupe Futur Média n'est contre personne. D'ailleurs, l'éditorial dit que oui, nous avons nos faiblesses. Nous avons peut-être de par le passé pu avoir des écarts, mais toujours de bonne foi. Et que l'Observateur reconnaît même que sur ce dossier que le Premier ministre porte comme un étendard souvent, tout le monde ils m'ont accusé. L'Observateur dit oui, on s'est trompé, nous l'avons assumé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réduire le Premier ministre à cette séquence d'avoir été dans un salon de massage et puis de ne plus lui faire d'excuses? On ne peut pas réduire les gens à une séquence. Nous tous, on peut se tromper, mais se tromper de bonne foi déjà permet d'absoudre le mal. On ne peut pas réduire le groupe Futur Média, on ne peut même pas réduire l'Observateur, pour citer exactement l'organe du groupe que le Premier ministre semble tenir très peu en estime sur ce dossier Tullow Oil qui devait être maintenant du passé. En fait, les gens n'ont rien fait qui devrait l'empêcher d'être au pouvoir. Les gens ont fait leur travail correctement et continueront à faire leur travail correctement. Maintenant, ce n'est pas honorable d'un représentant de l'État d'introduire de la discrimination dans ce qu'il veut faire ou de dire je vais faire la guerre. C'est tellement dérisoire pour l'État de dire je vais faire la guerre à le modeste groupe Futur Média, mais croyez-moi, je pense que le groupe Futur Média survivra à tout ça, puisque évidemment, il y a des professionnels aguerris dans cette maison, que ce soit sur ce plateau de TFM, que ce soit à l'Observateur, que ce soit à la radio RFM. Les gens n'ont pas de parti pris, évidemment, puisque les portes sont ouvertes à tout le monde. Il faut venir s'engouffrer dans cette porte. Je pense qu'il n'a pas raison aussi de dire à ses partisans de ne plus y aller, puisque on a même vu aujourd'hui dans la presse un responsable de médias publics dire on invite des ministres, ils ne veulent pas venir. Et pourtant, nous, ils viennent. Ça veut dire que on est certainement le média le plus écouté, le plus influent. Et j'invite le Premier ministre à composer avec ces médias le plus influents, pas pour se compromettre, nous ne nous compromettrons pas. Il peut ne pas se compromettre, mais qu'il vienne croiser le verbe ici. C'est ça qui a fait ce Sénégal, que les gens croisent le verbe. On ne va quand même pas entrer dans une sorte de guérilla, mais qui n'a pas de raison d'être en fait. Et c'est dommage que pour son propos d'hier, qu'il n'ait pas fait entrer le Sénégal dans le débat économique, dans le débat de ce que le président Bassirou Diomaye Faye a ramené des États-Unis, qu'il a noyé dans sa communauté, dans le débat que lui-même a ramené de Chine. J'en ai été témoin et on en a parlé ici, et qui nous place dans ce truc qu'on va faire pendant une semaine encore. Et nous sommes en face d'un plateau qui se fera certainement ce soir. J'espère juste qu'il y aura une chaise voilà, avec la pancarte de celui qui est absent, à qui nous pensons, et qui n'aurait pas dû quand même se retrouver dans cette situation-là, pour si peu finalement. Ablaye Cissé, merci en tout cas pour tous ces éclairages. Nous poursuivons ce journal avec Ziguinchor pour parler du bac 2025 avec cet incendie provoqué au bureau du coordonnateur des surveillants du centre du lycée Djignabo de Ziguinchor. C'est donc le bureau du coordonnateur des surveillants que vous voyez sur ces images qui a été ciblé. Il y a eu plus de peur que de mal. Le bilan fait état d'une chaise et de quelques documents brûlés. Une enquête est immédiatement ouverte par la police. Boubacar Diassi, Lamine Mandjan pour les détails. C'est le bureau de ce monsieur, le coordonnateur des surveillants du centre du lycée Djignabo de Ziguinchor, qui a été ciblé. Le proviseur du lycée, qui est aussi le chef de centre, est informé tôt le matin. Vers les coups de 7h25, oui. J'ai partagé l'information donc avec le censeur, mais également le comptable matière. Le coordonnateur des surveillants du centre revient sur le bilan. On a perdu quelques documents parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que celui-là pensait. Malheureusement, moi, je n'avais pas de documents très importants. Voilà, donc je n'avais que les plans de surveillance. Des surveillants, plus une fiche. Le seul document important, c'est la fiche de synthèse des différents jurys. Cet incident n'a pas de conséquences sérieuses sur le bon déroulement du bac. Non. Déjà, on était pour 3 jurys, on était déjà la veille à la fin, n'est-ce pas, des épreuves du second tour.
Il ne resterait que le jury 11-39. Et le travail de la coordination de la surveillance, c'est juste un travail de vérification de présence et de pointage donc, de l'assiduité. Et ça ne concerne pas les candidats alors? Non, du tout, parce que si c'était le bureau du président de jury qui a été atteint, donc là, mais le surveillant, il n'a ni accès aux feuilles d'examen. Le coordonnateur de surveillants dénonce. Oui, je déplore vraiment, parce que l'acte là, vraiment, c'est un acte à condamner. Voilà, on ne connaît pas celui qui l'a fait, mais de toute façon, la police est passée. Ils m'ont interrogé, ils ont tout noté, donc l'enquête doit suivre son cours. Il faut dire que le centre du lycée Tignabo de Ziguinchor compte cette année 4 jurys. Parlons à présent de cette école d'été sur le thème les méthodologies pour le développement de l'Afrique à l'initiative du CESAC en partenariat avec l'Agence française de développement. L'objectif, trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Une école d'été qui se veut une tribune d'échange d'expériences. Je vous propose plutôt d'écouter tout de suite professeur Rosaline Dado-Worou Ndekou. Elle est directrice générale du CESAC et nous en dit plus sur ce programme. Une école où il n'y aura que des échanges d'expériences. D'expériences de ceux qui sont au niveau des pays du Nord, des expériences aussi au niveau de ceux des pays du Sud. Donc, l'objectif aujourd'hui du CESAC à travers ce projet client, c'est de faire en sorte que désormais les Africains trouvent des solutions correctes, des solutions qu'il faut à leurs propres problèmes, sans aller chercher ces solutions ailleurs. Donc on finit, je crois, la période où on importe des solutions, mais aujourd'hui c'est à nous de créer ces solutions qui en réalité vont répondre beaucoup plus à nos problèmes, à nos besoins. Et c'est pour cette raison que cette école d'été, c'est un endroit d'apprentissage où tous on va apprendre, on saura quelles sont les approches que les autres ont utilisées ailleurs, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que nous on peut faire pour que nous puissions avoir des approches beaucoup plus intéressantes sur la base de ce qu'on a appris. Donc c'est dans ce système qu'on est, le système d'endogénéisation des solutions adaptées à nos problèmes en Afrique. Allez, le sport, après une victoire et une défaite, l'équipe nationale du Sénégal joue sa qualification ce samedi à partir de 19h contre le Maroc, leader du groupe A de la CAN. Un défi à relever contre le pays hôte qui n'ébranle pas le sélectionneur Mamoussa Cissé, sûr de la détermination de ces Lions. Nous l'écoutons. Et pour livrer encore un match intense. Parce qu'on sait que devant le Maroc, il y aura encore des efforts à faire, il y aura encore beaucoup de courses et on est prêt de ce point de vue. Nous abordons les matchs de la même manière, nous cherchons à gagner, à toujours chercher à gagner, même devant la Zambie qui était vraiment favorite, nous avons cherché à gagner. Ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui, nous allons être dans le même état d'esprit. Même si c'est le Maroc, c'est le pays organisateur, nous avons beaucoup de respect pour cette équipe. Mais nous allons essayer de nous donner les moyens de gagner ce match-là. Et ce sera le même type de match pour nous, un match d'attaque, un match où on va être conquérant, un match où on va chercher à avoir les 3 points. Parce que là, comme vous le dites, il y a presque plus de calcul. C'est des matchs où il faut aller chercher des points. Et nous sommes dans cet état d'esprit-là. Le Maroc, naturellement, est favori sur ce match. C'est normal. Nous sommes des outsiders, nous sommes des challengers. Mais nous donnerons les moyens de faire le match qu'il faut. Parce que l'objectif reste inchangé pour nous, c'est la qualification au deuxième tour. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la seconde partie du Soir d'Info.